Pèlerinage s'inspire du cheminement personnel et spirituel de son créateur et animateur, Kenley Talmer. Ce podcast mensuel propose des discussions sincères et passionnantes sur la spiritualité, le développement personnel et le leadership. Dans une ambiance intime et décontractée, Kenley Talmer donne la parole à des invités inspirants afin qu'ils partagent une parcelle de leur histoire, leur vécu, leurs expériences, les chemins empruntés, les leçons qu'ils en ont tirées. L'objectif de Pèlerinage est de participer à l'éveil des consciences tout en prônant la quête de soi. Bienvenue à tous dans le 3e épisode de notre podcast Pèlerinage pour cette saison. Et une saison qui est consacrée au leadership et au développement personnel. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir un invité exceptionnel, un artiste passionné, un leader inspirant dans l'univers de la musique et du développement social, DJ Scorpion. Originaire de Montréal, DJ Scorpion exerce avec passion et dévouement le métier de DJ depuis 1997. Sa carrière riche et diversifiée ne se limite pas seulement à enflammer les pistes de danse. Engagé socialement, il a mis son talent et sa créativité au service des jeunes à travers son programme innovant d'art-thérapie, Hey DJ. Ce projet unique en son genre allie l'apprentissage des arts, de la scène à la relation d'aide, offrant aux jeunes un espace pour s'exprimer et se développer à travers la musique et le DJing. En plus de son engagement social, DJ Scorpion est un artiste complet. Il est à la fois compositeur, producteur de musique et directeur artistique. Son expertise et son expérience lui permettent également d'offrir des coups de DJ, partageant ainsi sa passion et son savoir-faire avec la prochaine génération des musiciens. Dans cet épisode, DJ Scorpion va partager avec nous son parcours, ses inspirations, ainsi que sa vision du métier de DJing. Préparez-vous à être inspiré par son parcours, par son histoire, ses conseils et son approche unique de l'art et de la vie. Mesdames, Messieurs, accueillons ensemble aujourd'hui DJ Scorpion. Bonjour DJ et bienvenue au podcast Pèlerinage. Bonjour Talmer, merci de nous recevoir. Bonjour à tous. Je suis très heureux de participer à l'émission. Merci d'avoir accepté l'invitation. On va commencer comme ça, DJ. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et ce qui t'a motivé à devenir DJ? Ben, écoute, c'est comme tu l'as bien présenté au début, moi, ça fait depuis 97 que je suis DJ. Donc, j'ai commencé à 17 ans. Puis je suis tombé en amour avec les tables tournantes. C'est quand ma soeur m'a emmené dans une fête de maison. Puis j'avais même pas l'âge d'être là, mais comme ma mère était pas là, elle a dit OK, viens avec moi, reste à côté des tables tournantes, à côté du DJ, bouge pas. Et puis c'est là que je suis tombé en amour avec les tables tournantes. J'ai vu mon Don Chifke, c'est mon mentor qui m'a inspiré, que j'ai vu. Et à ce moment-là, j'ai dit, you know what, je veux être comme lui, je veux être comme ça, je veux être DJ. Puis c'est là que DJ Scorpion est né. Puis c'est ça, fait que j'acceptais tous les contrats, anniversaire, baptême, mariage, festival. Puis c'est ça, fait que ça fait 27 ans plus tard, je suis encore DJ. Puis jusqu'à maintenant, ma passion, ben c'est ça, c'est faire danser les gens. Puis qu'ils aient du fun quand je fais ma prestation. Est-ce que tu as commencé, depuis ce moment-là, tu as commencé comme DJ professionnel ou tu avais un boulot à part et tu décides, par exemple, de tout plaquer pour devenir DJ professionnel? Ben, tu sais, moi, c'était à 17 ans, j'étais encore à l'école, puis j'allais dans un cours professionnel. Puis c'est après, j'étais DJ, puis je me demandais est-ce que je pourrais faire une carrière de DJ. Puis il y avait toujours le doute derrière moi, il y avait toujours quelque chose. Mais c'était en moi, je savais que c'était en moi. Maintenant, quels ont été les plus grands défis auxquels tu as dû faire face dans ta carrière? Les plus gros défis? Ouais.
Encore, je dirais l'acceptation parentale que leur enfant allait être DJ. Ça, c'est de les deux côtés. Autant ma mère que mon père, au début, c'était comme, oh, tu peux pas être DJ, il faut que tu sois quelque chose de professionnel, quelque chose qui est bienvenu dans la société et puis tout ça. Tu sais. Mais moi, j'ai étudié en électromécanique pendant 2 ans de temps dans une école. Puis même à l'école, pendant que j'étais sur le bureau d'école, j'arrêtais pas de penser à la musique. C'est la musique qui me faisait vibrer. Fait que c'est ça que je savais que j'allais être DJ. Là. Fait que pour moi, c'était le plus gros défi à 17 ans, c'était ça. En tant que DJ noir, est-ce que tu as rencontré des défis spécifiques dans ta carrière, comme noir? Euh, Et je te dirais que c'est sûr, vivant au Québec, la première approche, je me rappellerai toujours de c'est arrivé une fois, on parlait de DJ Scorpion sur des forums, puis, tu sais, il y avait des photos de moi, de mon Facebook et tout ça, puis les mariés, quand ils voyaient ma photo, il y a une personne qui a dit, oh, il doit jouer juste du hip-hop parce qu'il est noir, tu sais. Fait que sur ce plan-là, moi, ça m'avait marqué. Puis c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, oui, j'aime le hip-hop, mais la musique, pour moi, c'est universel. Donc, j'aime pas juste me spécifier, juste rester dans le hip-hop. Puis, quand j'ai fait mon premier mariage, ben là, le monde a vu, ok, ben c'est pas juste du hip-hop parce qu'il est noir, tu sais. Fait que ça, c'était vraiment spécial comme situation. Mais, comme on dit, il faut aller à contre-courant. Et puis, c'est ça. Parce que tu es noir, tu ne vas jouer que du hip-hop. Parce qu'au fait, dans leur tête, c'est que un DJ noir, ça ne joue que du hip-hop. Exact. Exact. C'était l'impression qu'ils avaient de moi. Effectivement, oui, je jouais de l'hip-hop parce que c'est à cet âge-là, 17 ans, t'es jeune, t'écoutes de la musique. J'étais plus influencé par le hip-hop, tu sais, mais à une carrière de DJ, ça se limite pas juste au hip-hop. C'est vraiment, tu peux voyager avec la musique, tu sais. C'est pour ça que je me suis ouvert à d'autres types de musique. À quel moment que tu te dis, je suis prêt à devenir un DJ professionnel, à faire une carrière dans ce métier? Le moment, je dirais, c'est quand, à la naissance de ma deuxième fille, qui s'appelle Mélodie, Sofiane, ma première, m'a donné le côté lion, où ce que je dois affronter tous les obstacles parce que c'est ma première enfant. Mais la deuxième, qui est Mélodie, à cause justement son nom, la musique Mélodie, c'est à ce moment-là que je me suis dit que j'étais électromécanicien pendant 3 ans de temps dans une compagnie, puis je travaillais, mais j'étais toujours, comme je dis, dans ma bulle de DJ. J'imaginais toujours en train de mixer, voir des foules, puis tout ça, tu sais. Puis là, quand ma femme Sylvette m'a dit, chérie, bon, là, je suis enceinte, alors comment tu te sens et tout ça. Moi, j'étais super heureux, tu sais, comme un nouveau défi. Mais c'est à ce moment-là comme on dit, le tournant de la vie m'a fait, OK, j'envoie mon congé parental. Une fois que j'ai mon congé parental, OK, qu'est-ce que je peux faire avec une carrière de DJ? Puis c'est là que j'ai Expand DJ Scorpion, on a travaillé, moi et Sylvette, sur la carrière de DJ Scorpion. Puis c'est là que je suis parti full-time, sans travail, mais directement juste DJ. Comment ça a été le début? Mais le début, bon, c'est sûr que il faut avoir le branding. Ça veut dire que le monde, oui, me connaissait de bouche à oreille, mais c'était important qu'on voit mon travail, puis que le monde se rappelle toujours de mes sets de DJ. Ils voyaient la passion que j'avais. Alors c'est là que j'avais plus de contrats. Fait que j'avais concentré sur les mariages corporatifs. Et j'amenais justement le côté club dans un mariage ou dans un corporatif. Fait que j'avais ma touche spéciale qui faisait que le monde voulait juste me contacter moi. Fait que c'est pour ça que c'était important d'avoir un bon branding. Fait que c'est ça. Yeah. Parmi toutes les soirées où tu as mixé, y en a-t-il une ou plusieurs qui se démarquent particulièrement pour toi? Peux-tu nous en parler? Bon,
C'est sûr, bon, après 27 ans de carrière de DJ, c'est sûr que j'ai eu plein de soirées qui étaient nice, qui étaient spéciales, mais je me rappelle de un mariage que j'oublierai jamais. C'était dans le coin de Magog. J'étais, bon, littéralement, bon, j'étais le seul noir qui était là-bas dans ce coin-là. Alors, c'est sûr que lorsque tu arrives à une place, le monde se demande, hey, c'est qui lui, c'est que, fait que ça, c'est sûr que en partant, c'était pour moi, c'était un défi que, ok, let's go, je le. Et ensuite, la mariée était super joviale, j'étais gentil, puis elle me disait, Frank, il faut que tu restes toi-même, donne-nous ton maximum, aie du fun avec nous, puis tout ça. Puis j'étais avec Sibert aussi, parce qu'elle gérait comme on dit, le côté planification. Mm-hmm. Puis c'est ça, fait que moi j'étais au table tournante, puis à l'animation. Donc, à un moment donné, et comment ça se passait, c'était en arrière de chez elle. Puis c'est comme un gros ranch. Ça veut dire que là-bas, c'est vraiment comme je vais pas dire dans les bois, mais c'est vraiment loin. C'est 1 heure et quart de Montréal. Donc, c'est vraiment un coin juste où il n'y avait pas beaucoup de personnes. Donc, seul noir, arrivé de l'autre bord, je m'installe, tout est beau, mariage se passe bien. Puis là, la mariée, ils étaient tous tellement dans un bon vibe, une belle ambiance. La mariée, elle a décidé de sauter dans la piscine en arrière avec sa robe. Fait que moi, en voyant ça, j'étais comme, oh my God, ok, qu'est-ce qui se passe? C'est la première fois que je fais un mariage comme ça. Toutes les invités qui sautent dans la piscine, tout habillé là. Tout le monde était déjà habillé. Fait que juste de voir ça, je me suis dit, bon, ok, déjà pour moi c'était quelque chose, mais c'était inoubliable. Puis jusqu'à maintenant, c'était la soirée qui était le plus all out que j'ai fait. Est-ce que tu as déjà eu une soirée qui a eu un impact émotionnel profond sur toi, que ce soit de manière positive ou négative? Je te dirais oui. Dans mes débuts, quand je faisais des clubs, parce que quand il y avait des clubs dans les années 2000-ish, il y avait beaucoup de promoteurs qui se disaient grands promoteurs, invitations et tout ça. T'sais. Fait que là, je me rappelle, on m'avait invité, puis j'étais le seul DJ, donc j'arrive le premier, je m'installe, je mets la musique, mais là, 1 heure passe, 2 heures passent, 3 heures passent, mais il n'y a personne dans le club. Mm-hmm. J'étais moi, le barman, le gardien de sécurité et le promoteur. Mm-hmm. On était 4 personnes dans un club. Là, je suis comme, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça, il n'y a personne qui est venu? Puis là, je me posais plein de questions. Fait que sur le côté émotionnel, c'est comme, OK, mon nom est pas connu, le monde ne vient pas à mes fêtes, je suis pas bon. Fait que là, il y avait beaucoup d'émotions qui jouaient là-dedans. Mais je le voyais comme une occasion justement de persévérance, dans le sens que même s'il y a personne sur le dance floor, au moins il y a 4 personnes qui étaient justement le sécurité, les 2 barmen, puis le promoteur. Fait que moi, je faisais la fête comme s'il y avait 200 personnes dans la place. Ça me dérangeait pas. Je suis resté jusqu'à 3 heures du matin. Finalement, il y a à peu près un groupe de 10 personnes qui sont venues, mais ces 10 personnes-là, plus les 4 personnes, ont passé une soirée inoubliable. Puis jusqu'à maintenant, il y a 3 personnes de ce club-là, de cette soirée-là, qui sont encore mes amis jusqu'à maintenant. Parce que ils se rappellent que même s'il y avait personne dans le club, j'ai donné ma performance que je devais donner. Puis ça m'a, jusqu'à maintenant, ça me reste comme une étiquette. Dans le sens, no matter what, il faut être capable de donner une prestation devant 1 personne ou 10 000 personnes. Il faut que tu donnes toujours ton tout. Et tu sais, ça me fait penser à une phrase de Charles Aznavour, où il explique dans son livre que ça arrivait avant qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui venaient assister à ces soirées. Mais s'il y avait 10 et 15 personnes, il faisait vivre à ces gens des moments extraordinaires pour que ces gens ne puissent pas oublier cette soirée. Il dit, c'est dommage pour les gens qui ne sont pas venus, mais ceux qui sont venus, ils vont vivre un moment extraordinaire. On va regarder ensemble maintenant quelles sont tes principales sources d'inspiration dans la création musicale.
Ben, tu sais, exact. Moi, mes principales sources, je suis parti du hip-hop. Donc, c'était là que que mon style de DJing est parti grâce au hip-hop. Les influences musicales, Biggie Smalls, Nas, Jay-Z, 50 Cent, tout ce qui était où est-ce que le monde, lorsqu'ils entendaient leur musique, ils avaient de l'émotion lorsqu'ils dansaient ou écoutaient la musique. Fait que ça, c'était le hip-hop qui m'a vraiment influencé. Bien sûr, le côté afro, on va pas se mentir, tout ce qui est dancehall, compas, soca, musique, comme on dit, de la communauté. C'était justement une grosse influence pour moi, voir le monde s'amuser en foule, ensemble. C'était vraiment quelque chose qui m'avait marqué de voir, comme exemple, mes parents danser sur du compas ensemble, avoir du fun. T'sais. Ça, c'est nice. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est comment moi j'ai fait mon style étant DJ, c'est justement de mélanger les styles ensemble. De mettre, exemple, on appelle ça des blend mix. C'est lorsque tu mets une musique hip-hop sur un beat, exemple des paroles hip-hop sur un compas, ou tu mélanges les instrumentaux ensemble, tu sais. Des affaires comme ça. C'est ça qui a fait mon côté effet. Et ça, là, j'ai envie de te demander comment est-ce que ton identité a-t-elle influencé ta musique et ton approche artistique? Mais tu sais, moi, justement, je suis une personne qui est très universelle. J'aime ça connaître différentes ethnies, j'aime ça connaître des différentes cultures. Puis, le fait que justement, je trouve que la musique, c'est un langage universel, sur ce point-là, c'est là que j'ai mélangé autant sur le dance floor que sur ma personne. Dans le sens que je pense que c'est une de mes forces étant DJ, c'est que qu'il y a une personne qui vient qui est maghrébine ou haïtienne ou japonaise ou whatever, d'où tu viens, je vais te faire danser. T'sais. Fait que c'est le fait de connaître d'autres styles de musique et ma personne, comment je suis, qui fait l'effet Scorpion. S'il y a une chose aussi, c'est quelle est ta perception aujourd'hui de la diversité et de l'inclusion dans l'industrie musicale aujourd'hui? Je te dirais, tu sais, moi, j'aime ça voir justement différents styles de musique. L'industrie musicale, exemple, je donne dans le hip-hop. Tu sais, le hip-hop, c'est pas juste anglais. Ça peut être français, ça peut être chinois, ça peut être tous différents styles de hip-hop. T'sais. Fait que juste sur ça, c'est nice. Mais c'est que ça change vite aussi. Quand je dis que ça change vite, ça veut dire que si tu regardes les hip-hop qui jouaient avant, dans les années 90, je dirais 80-90, c'était des classiques. Tandis que maintenant, c'est comme du fast-food. Ça passe vite. Yeah. On dit une chanson demain matin, oh oui, c'est un hit, et puis 2 semaines après, oh, je me rappelle pas c'est quoi. Parce que c'est plus des classiques comme avant. Yeah. Avant, il y avait beaucoup plus de classiques. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus de hits. Un hit, ça dure 3 mois. Après 3 mois, donc, on oublie la chanson, il y a un autre hit. Mais c'est aussi notre façon de consommer la musique qui change aussi. C'est ça, exact. Exact. On va regarder aussi le côté engagement social parce que je sais que tu es très engagé. En tant que figure influente, comment est-ce que tu utilises tes plateformes pour soutenir et inspirer les jeunes noirs qui aspirent à entrer dans l'industrie musicale? Ben, tu vois, moi, c'est très simple. La même manière que lorsque je travaille avec des artistes différents, sur scène, j'apprends à connaître leur musique, j'apprends à connaître l'artiste, donc je me mélange pas avec n'importe quel artiste et n'importe quelle musique. Ça veut dire que, je vous donne un exemple, si j'ai fait affaire avec Manu Militari, Le Flou Franco, Détrac, c'est toutes des personnes qui sont engagées dans le hip-hop, mais qui ont une belle plume, qui vont pas dire des mauvais mots, qui vont pas projeter des choses négatives. Donc, exemple, pour moi, c'est la même affaire. Lorsque je mixe, j'aime mixer leur musique parce que j'aime donner un bon message. J'aime donner justement un bon moment. Donc, ça me reflète avec qui et pourquoi je travaille avec cette personne. Je comprends tout à fait.
On va parler aussi, est-ce que par exemple, tu as tu as des projets où tu donnes place à ces jeunes, des projets spécifiques visant à encourager la diversité et l'égalité des chances dans le domaine aussi de la musique? Moi, tu vois, moi, je donne des cours de DJ. Je donne des cours. Dans mes cours de DJ, la première approche, c'est le côté, comme tu dis, c'est social. Ça veut dire que mes élèves, lorsque je les mets dans l'environnement du DJing, ça veut dire il faut qu'ils soient à l'aise, il faut qu'ils soient relax, il faut qu'ils apprennent à écouter la musique et que la musique soit immersive avec eux autres pour que, justement, lorsqu'ils vont performer, ils vont performer à des places différentes, que ce soit dans la même communauté ou dans d'autres communautés, qui soient ouverts à accepter des choses nouvelles, à apprendre à chaque jour. Fait que c'est pour ça que c'est important dans mes cours de DJ, c'est de piquer le jeune pour que, ok, je veux continuer, je veux apprendre nouveau, je veux pas juste être, je vais pas dire le mot borné, mais tu sais, comme il y a un standard dehors de DJing, mais pour de vrai, le DJing, on apprend à chaque jour. On apprend de nouvelles affaires à chaque jour. Fait que c'est pour ça, dans mon cours, je fonctionne toujours comme ça avec mes élèves. Fait que ça, c'est le côté pour mon cours de DJ. Mais maintenant, on va parler, par exemple, qu'est-ce qui t'a poussé à lancer le programme d'art-thérapie et DJ pour les jeunes? Ben, tu vois, moi, lorsque j'étais jeune, on va pas se mentir, à 17 ans, c'est là où ce que tu peux être susceptible de justement faire des mauvaises choses, avoir des mauvaises influences. Donc, lorsque l'opportunité est arrivée pour moi de connaître le DJ, voir le DJ, je pense que c'est ça qui m'a sauvé d'être pas dans un gang de rue ou faire des choses illicites ou des affaires qui sont comme pas bonnes, comme on dit. So, d'avoir passé par ce cheminement-là, pour moi, c'est important de le remettre aux jeunes de nos jours maintenant. Parce que, je te donne un exemple, les jeunes de nos jours sont tellement sur leur téléphone qu'ils sont pas capables de socialiser comme nous, on socialisait, jouer dehors, avoir du fun, ou whatever, right? Fait que le fait justement que le DJ m'a sauvé de ce côté-là, moi, je veux le transformer à ces jeunes-là de, OK, vous êtes jeunes, vous devez explorer de nouvelles affaires, mais c'est important justement de connaître la base du DJing comme moi je l'ai connu. Dans le sens que, oui, il y a des choses illicites dehors, telles affaires, mais le DJing m'a sauvé. Je vous montre comment ça m'a sauvé. Est-ce que, par exemple, tu peux partager avec nous une expérience marquante ou un témoignage qui est lié à ce programme? Oui, ben écoute, bon, il s'est passé une fois, il y a un jeune qui m'appelle, qui me dit, écoute Frank, moi je suis un DJ, mais je suis un DJ, il était aveugle. Alors, déjà sur le coup, quand il m'a dit qu'il était DJ aveugle, j'étais comme, un DJ aveugle. J'ai jamais entendu ça, j'ai jamais vu ça. Donc, pour moi, quand il m'a posé la question, est-ce que tu peux me montrer à DJ? Là, j'ai dit comme, je veux pas dire que j'ai eu peur, mais j'étais surpris dans le sens que j'ai jamais connu ça, jamais vu ça. Est-ce que je vais être capable de lui montrer? Puis, effectivement, je l'ai pris sur mon aile, je l'ai pris à ma charge. Je lui ai montré comment DJ sans l'ordinateur, parce que maintenant, avec les ordinateurs, tout le monde regarde l'ordinateur, mais lui, c'est vraiment à l'oreille. À la base, un DJ, c'est avec ses écouteurs qu'on apprend à mixer, à l'oreille, et non avec l'ordinateur. Alors, sur ce point-là, il était excellent, Talmer. Quand je dis excellent, c'est comme si ses oreilles étaient supersoniques. Il entendait tout, il impliquait de A à Z comment il voyait la musique. Et sur ce point-là, le côté qui m'a marqué, c'est comment, j'ai pu lui montrer à DJing, mais deux, comment c'est possible de montrer à différents types de jeunes comment de vivre de son art, comment faire ton art. Fait que sur ce point-là, c'est très émotionnel. C'était une expérience qui était très... C'est une très, très belle histoire parce qu'au fait, permettre à ce jeune de faire ce qu'il aime, par exemple DJ, c'est super intéressant.
J'aimerais bien qu'on ait aussi des projets comme ça en Haïti parce qu'en fait, il y a tellement de jeunes là-bas qui ont beaucoup de talent. Oui. On va regarder tantôt ce côté-là. Comment est-ce que tu fais pour concilier la vie familiale et ta vie en tant que DJ, producteur et directeur artistique? Mais regarde, moi c'est très simple. Avant que je sors aller travailler, aller mixer ou aller sur un contrat, je m'assure qu'à la maison tout est correct. Dans le sens que autant que pour ma femme que pour mes enfants, qu'ils manquent de rien, que tout est structuré, ça c'est primordial pour moi. Une fois que ça c'est fait, je donne mes règles, j'assure que tout le monde fait ce qu'ils ont à faire pour que le côté, justement, lorsque je suis pas là, ben que le système roule bien. Ça, c'est un must pour moi. Puis, mais c'est ça, mais je te dirais avant tout, c'est le support de ma femme. On va pas se mentir. Si c'était pas d'elle, je pense que je serais pas le DJ que je suis aujourd'hui parce que c'est elle qui m'a dit la première, tu veux faire ça, vas-y, je te donne mon 100%. Et puis, jusqu'à maintenant, ben, c'est ça. Alors, c'est ça le plus important, c'est vraiment avoir le support de sa conjointe. Puis ensuite, ben, les enfants, bon, ils aiment danser, ils aiment s'amuser. Puis ils voient que lorsque je travaille, entre guillemets, ben, il faut s'amuser, il faut aimer ce que tu fais. T'sais. Fait que c'est pour ça que, pour moi, c'est essentiel que ces deux-là soient corrects. Je sais que, par exemple, en été, tu pars en tournée. Est-ce que tu te souviens d'une année où tu as fait l'année où la tournée a été la plus longue, par exemple? Ben justement, dernièrement, en novembre, je crois que c'était 3 semaines et demie, proche d'un mois. C'était le plus long que j'étais parti de ma famille, que j'étais parti de Montréal. J'étais parti, pas de Montréal, mais de Gatineau. J'étais parti. Puis c'était quelque chose. On va pas se mentir, c'était quelque chose, mais chaque jour ou chaque 2 jours, il fallait que je parle avec ma femme, lui donner un compte rendu, savoir si c'est correct, puis c'était quelque chose. Mais je savais que au fond de moi, je voulais y aller, c'est mon rêve, je continue mon rêve, puis je sais que j'ai le support familial pour poursuivre mon rêve. Fait que ça, c'était un gros défi pour moi, 3 semaines et demie. En tant que DJ de renommée, comment envisages-tu, par exemple, de t'encourager ou de contribuer à la scène musicale et culturelle en Haïti, qui est ton pays d'origine, le pays d'origine de tes parents? Tu vois, moi, le côté... parce que je suis allé en 2015, si je me rappelle bien, j'avais fait un atelier de DJ en Haïti. Puis, c'est un projet que j'avais monté avec Sylbert sur l'art thérapie aussi. On est allé là-bas. Puis, c'était important pour moi de retourner en Haïti. D'aller où est-ce que mes parents sont nés. Et 2, moi-même étant Canadien, mais d'origine haïtienne, c'est important de justement de donner de connecter avec ma passion là-bas. Parce que on va pas se mentir, le peuple haïtien, c'est un peuple qui est énergétique, qui aime la musique, qui a beaucoup d'amour pour la musique. Puis j'avais besoin d'aller chercher cette essence-là. Parce qu'à chaque fois que j'allais justement, soit dans un bar ou dans une fête en Haïti, j'étais toujours devant le DJ, j'étais toujours à côté du DJ. Puis de voir cette énergie qu'il transmettait aux personnes là-bas, je pense que c'est comme 15 fois plus fort là-bas qu'ici, en Amérique. Je sais pas c'est quoi c'est la sauce exactement, mais ils savent reconnaître des bons DJ en Haïti. Ça, c'est incroyable. Est-ce que par exemple, puisque tu as été en Haïti, est-ce que aussi tu as connecté à des DJ là-bas? Est-ce que tu vois des DJ haïtiens qui sont en train de mixer? Est-ce que par exemple, tu as des préférences? Oui, écoute, bon, c'est sûr que mes préférences, j'ai 3 préférences. J'ai en premier Valmix. Valmix, c'est un DJ ça rencontré un jour, ou I don't know, comment on dit, en temps et lieu. Valmix, of course, Tony Mix, c'est sûr. J'ai justement Tony Mix, quand il était en Haïti, j'étais allé le voir dans un bar et puis mais c'était incroyable, c'était vraiment nice comment il a mixé tout ça.
Et le troisième, ce serait, je dirais, DJ Bullet. DJ Bullet, c'est un DJ que j'entends ses mix. Je l'ai pas vu live encore, mais c'est un DJ que j'aimerais ça peut-être rencontrer éventuellement. Est-ce que tu as déjà écouté aussi DJ Manito? C'est un jeune DJ qui vient du Cap, qui fait parler de lui. D'ailleurs, il a été DJ de l'année, qui a été décoré par Ticket Magazine. Donc, c'est DJ de l'année, c'est Manito Nation. C'est super intéressant aussi comme DJ. Ok, non, je connais pas. J'allais faire des recherches. C'est super intéressant comme DJ. Comment, par exemple, j'aimerais te poser cette question, comment les traditions et la culture haïtienne, j'ai spécifié, comment est-ce que les traditions et la culture haïtienne influencent-elles ton travail en tant que DJ? Tu vois, moi, le côté où est-ce qu'il y a les percussions, tambours, je vais pas forcément dire la musique vaudouisante, mais où est-ce qu'il y a le côté tambour, rhythm, ce côté-là, comme sûrement vous connaissez le DJ Gabi Giro? Oui, c'est ça, Gabi Giro. Tu vois, lui, quand il fait ses mix, lorsque il fait ses musiques, tu vas voir, il y a toujours un côté, justement, rhythm, tambour dans ses musiques, dans ses mix. Et ça, je trouve c'est incroyable comment il le fait bien et c'est important, justement, de transmettre dans tes mix, dans tes sets de DJ. Si tu vas dans je donne un exemple, si tu vas dans différentes places, d'inclure ton côté, comme on dit, d'où tu viens. Fait que c'est la même chose pour moi dans mes sets de DJ. Le fait que oui, je suis né au Québec, j'aime mettre de la musique francophone où est-ce que je mixe. Donc pour moi, c'est important justement d'inclure des petites, comment on dit, des petites touches de où tu viens, de ton essence. Quel message souhaiteriez-vous partager avec les jeunes artistes et les aspirants DJ? Alors, je dirais le message, le message, c'est have fun. Il faut que lorsque tu es DJ ou que tu devenir DJ, il faut pas que tu vois la compétition. La compétition, là, c'est juste toi, comment tu vas performer, comment tu te trouves. C'est important de écouter la foule, d'écouter la musique, puis surtout, de prendre le moment présent. De pas overthinking, de prendre le moment présent avec ta clientèle qui est en face de toi, ton crowd qui est devant toi, d'être capable de les lire puis d'échanger les mix avec eux autres. C'est important de faire ça. Alors, moi, je dirais que c'est ça le message qui est important pour un DJ qui veut devenir DJ. Là. C'est vraiment ça. Puis c'est pas une question aussi d'équipement, là, d'avoir le dernier équipement là, qui est super bon, le dernier contrôleur. Non, c'est pas ça. C'est pas l'équipement qui fait le DJ. C'est l'approche musicale et comment la clientèle est envers lui, comment il le trouve. En fait. Est-ce que la relève déjà serait dans la famille? Bon, dans la famille, je pense que c'est Destiny, la petite dernière, qui aime bien le DJing. Elle est toujours avec moi dans le studio. Quand je rentre dans le studio, elle veut toujours toucher les boutons et tout ça. Ils ont tous passé par mes tables. Ils ont tous touché mes tables. Mais Destiny, j'ai l'impression qu'elle est... Ouais, je pense que c'est elle qui va prendre le flambeau de DJing. Good, good. Et voilà, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cet épisode passionnant de notre podcast Pèlerinage. Nous tenons à remercier sincèrement DJ Scorpion pour sa présence aujourd'hui et pour les perspectives incroyables qu'il a partagées avec nous. Au cours de cet entretien, nous avons plongé dans les profondeurs de sa carrière, exploré son engagement social à travers son programme Dark Therapy et DJ, et découvert les défis et les triomphes qu'il a rencontrés. Sa vision du métier, ainsi que son lien profond avec ses racines et son pays natal sont des sources d'inspiration qui résonnent bien au-delà de la scène musicale. Les anecdotes et les expériences partagées par DJ Scorpion nous rappellent l'importance de la passion, de la persévérance et surtout de l'authenticité dans tout ce que nous entreprenons. Son parcours est un témoignage éloquent de la manière dont l'art et la musique peuvent être des vecteurs de changement, d'éducation et d'unité.
Nous vous invitons à suivre DJ Scorpion dans ses futurs projets et à découvrir encore plus son travail exceptionnel. Merci DJ Scorpion pour ton temps, pour ta sagesse et ta musique. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Mr. DJ. Merci à vous de m'avoir accueilli. Écoutez, c'est toujours un plaisir et puis j'ai hâte de faire la fête avec vos auditeurs. On ne sait jamais, peut-être qu'on va organiser quelque chose. Oui, peut-être qu'on va organiser quelque chose. Merci à tous d'avoir écouté. À très bientôt pour un nouveau voyage de découverte et d'inspiration. Prenez soin de vous et continuez à suivre votre étoile. Merci tout le monde.